Bonjour à tous, bonjour. On va commencer la revue de psychologie positive. Voilà un peu un horaire un peu différent d'habitude. Euh, et on va se mettre une petite musique de fond parce que avec des paroles c'est un peu plus compliqué. J'ai mis le fond vert parce que je vais probablement game après. J'arrive tout de suite. Hop, je lance le navigateur. Voilà. Comme ça on est pas mal. Euh, alors, je regarde juste au niveau de la musique. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est pas trop fort? Normalement, ouais. Euh, je réfléchis ce que je peux vous mettre. En fait, en vrai, je peux laisser comme ça. Je vais juste baisser le son pour moi pour que ce soit plus simple de me concentrer. Alors, bonjour à tous. Bonne année déjà pour commencer. Euh, Comme je suis encore en vacances, j'ai décidé de faire la revue de psychologie positive quand j'avais le temps. Et donc, on est toujours jeudi, mais on est jeudi après-midi au lieu d'être jeudi matin. Et donc aujourd'hui, quelques petits articles assez alignés évidemment avec la nouvelle année. Euh, et donc on va commencer tout de suite avec un article sur les objectifs. Donc comment tenir ses objectifs cette année. C'est un article qui a été publié de vulgarisation qui reprend un petit peu justement des publications récentes sur le sujet. Alors, vous allez voir, rien de révolutionnaire. En fait, on sait déjà ce qu'il faut faire pour tenir des objectifs. La question, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire, c'est que euh, on soit au courant, en dehors des sphères, on va dire, des spécialistes et des chercheurs, et surtout que on arrive à le mettre en œuvre. Donc, de quoi part cet article de Psychology Today? Il part d'une enquête qui se fait tous les ans aux États-Unis euh, sur les objectifs de l'année des Américains. Bon, je pense que les objectifs de l'année des Français sont pas si éloignés que ça. On a 48% des participants cette année, donc pour 2024, qui disaient qu'ils voulaient améliorer leur fitness, leur santé physique, en fait, leur forme physique. 36% disaient que leur top priorité c'était la santé mentale. Leur santé mentale. Et puis, sinon, on a toujours des objectifs en lien avec la thune, le fait de perdre du poids et de mieux manger. Donc, en gros, on a quand même toujours des préoccupations quand on parle de. Pardon, je vais couper le portable aussi. Quand on parle de résolution de l'année, pour la nouvelle année, on a toujours des préoccupations qui tournent quand même autour de la santé, du sport, du poids, voilà, de l'alimentation, etc. C'est des grands classiques, hein, évidemment, puisque ça reste quand même un peu une obsession pour beaucoup de gens. Parce que aussi pour beaucoup de gens, c'est pas quelque chose qui est intégré dans le quotidien. Quand vous êtes sportif, euh, alors quand vous êtes sportif, vous pouvez avoir un objectif en lien avec votre forme physique. C'est juste que c'est un objectif beaucoup plus clair qui est lié à un sport. Par exemple, vous courez, vous avez envie d'améliorer votre temps au marathon, par exemple. Bon, c'est un objectif toujours de fitness. Pour les autres, la plupart du temps, la plupart des objectifs, ça va être quand même de se dire qu'on va qu'on va faire du sport ou faire plus de sport. Voilà. Tout simplement. Donc, hop. Voilà un peu l'idée. Je change de musique en passant. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs? C'est quoi les bonnes manières de faire? Alors, trois grandes pistes, trois grandes choses importantes pour atteindre ces objectifs. Et d'ailleurs, que ce soit des résolutions de l'année ou pas, parce qu'en fait, les résolutions de l'année, la plupart du temps, on ne les tient pas. Ça ouvre à des déceptions. Donc, c'est pas très intéressant. L'intérêt, c'est surtout d'avoir des objectifs à n'importe quel moment, de se fixer des objectifs quand on en a besoin, quand on estime que c'est pertinent, et de faire en sorte de les tenir. Et pas d'en prendre des résolutions ou de poser des objectifs parce que c'est la nouvelle année, absolument. Il faut quand même que ça soit basé sur des choses concrètes et un vrai besoin, une vraie envie.
Donc, première chose, créer des habitudes. Donc là, il parle d'une étude qui a été une, une, une revue en fait de littérature, de publication qui a été faite dans le journal de personnalité de psychologie sociale, qui donc a été publié en 2015, qui est un vieil article, et qui montre que c'est pas la volonté ou la détermination, mais le fait de créer des habitudes positives qui est la bonne manière d'atteindre des objectifs à long terme. Donc là, il y a plusieurs études justement qui sont révisées, qui sont analysées dans cette revue systématique de la littérature. Et c'est donc bien les routines et les habitudes qui permettent de faire des progrès vers des objectifs. Alors, je relis ça. Donc il y a aussi une histoire de, en fait, il y a une histoire de self-control quand quand on estime que son self-control est élevé, eh bien, on a des habitudes qui sont plus faciles à mettre en place et on met plus en place des habitudes. En fait, les deux choses vont ensemble. C'est pas la volonté qui est importante, c'est pas la détermination. En fait, ce qui est important, c'est la mise en place d'habitudes et la mise en place d'habitudes s'appuie sur l'autorégulation et donc sur le self-control. Et là aussi, vous avez pas mal de choses qui ont été publiées sur le self-control. Hop là, pardon. Hop, qui ont été publiées sur le self-control et donc on peut travailler là-dessus de manière assez simple. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le self-control, je mets un lien dans le chat vers un article de se réaliser, je vous l'affiche à l'écran aussi, sur la volonté, un article que j'ai écrit il y a un petit moment maintenant, de mémoire, voilà, de l'année dernière en fait, où vous avez des éléments sur ce qu'est la volonté, le self-control, comment ça fonctionne, et un lien avec des pistes vers d'autres articles aussi, le niveau de volonté, etc. Donc on a quelque chose qui est important. Donc première manière d'atteindre ces objectifs, c'est de travailler sur la mise en place d'habitudes. Et il vaut mieux construire avec des habitudes simples, de commencer par des petites choses, et ensuite de construire à partir de ces habitudes-là pour développer, pour construire en fait un chemin qui va aller vers l'objectif, plutôt que de vouloir tout changer d'un coup. Donc si vous voulez changer vos habitudes, vous voulez atteindre des objectifs sportifs ou alimentaires, et à commencer par déterminer ce qui peut constituer des bonnes habitudes qui vous mèneraient vers cet objectif-là. Certains parfois préfèrent faire des changements radicaux. C'est plus simple pour eux de changer radicalement et ensuite de partir sur des bases saines. D'autres seront plus à l'aise avec le fait de faire des petits changements incrémentaux, c'est-à-dire vous changez petit à petit les choses. Et une fois qu'une habitude est en place, vous construisez sur cette habitude pour aller de plus en plus vers votre objectif et donc de rendre les choses de plus en plus difficiles, entre guillemets, en tout cas de plus en plus exigeantes. Donc ça, c'est aussi à vous de voir en fonction de votre personnalité. Il n'y a pas de bonne recette là-dessus, en sachant qu'une habitude, ça met en moyenne 66 jours pour être développée si on la met en place tous les jours. Évidemment, des habitudes qu'on ne peut pas mettre en place au quotidien, ça met un peu plus de temps à se développer, etc. Ça, c'est une moyenne, donc vous verrez si vous décidez de mettre en place des habitudes pour aller vers un objectif. Deuxième piste pour tenir des objectifs qu'on se fixe, c'est de construire des cibles mesurables. Un objectif pour qu'il fonctionne, pour qu'on puisse tenter de l'atteindre, qu'on ait une chance de l'atteindre, il faut qu'il soit précis, daté dans le temps et qu'il soit aussi mesurable et spécifique. Et donc mesurable, pourquoi? Parce que plus on a un objectif mesurable, plus c'est facile de voir si on progresse et si on va vers cet objectif. Donc là, ici, des études sur des marathoniens, qui est un exemple, mais on a pu observer ça dans plein de domaines différents. Si vous fixez des objectifs, vous savez que à quoi ça ressemblerait d'atteindre cet objectif, ça se traduirait par quelle métrique. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, c'est assez simple, c'est un poids. Mais ça peut être un poids, mais aussi un pourcentage de gras. Ça peut être un tour de ventre. Ça peut être
Ça peut être un, je sais pas, un tour de cou, une mesure, enfin d'autres mesures en fait, c'est le tour de cuisse, etc. Le tour de taille, tour de hanche. Il y a plein de manières de mesurer en fait une évolution vers un physique qui nous convient. Parce qu'en fait, perdre du poids, c'est pourquoi? C'est pour atteindre un physique. Donc qu'est-ce que c'est que ce physique? Comment est-ce qu'on le mesure? Est-ce que c'est avoir des plus gros bras, des plus grosses cuisses? Est-ce que c'est perdre du ventre? Est-ce que c'est voir ses abdos, etc. Donc, on peut fixer des objectifs et donc avoir des mesures précises. Ça, c'est une deuxième chose. Et en fait, en mettant des objectifs mesurables comme ça, on peut, au fur et à mesure des semaines, prendre des mesures et voir si on est sur la bonne pente ou pas. Et donc, on peut tracer des courbes, on peut voir des évolutions, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant et ça permet de maintenir la motivation pour atteindre l'objectif. Et en plus de ça, ce qui est bien aussi, c'est de mettre des objectifs intermédiaires. Un gros objectif, c'est intéressant, c'est motivant au moment où on le fixe, mais quand on est dans le dur, quand on a un objectif qui est important et donc qui nécessite d'être motivé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et bien si on n'a pas d'objectif intermédiaire, c'est compliqué. Même si on a des mesures, les mesures, elles ne bougent pas toutes à la même vitesse. Certaines, des fois, c'est par palier. Et donc, si vous ne fixez pas des objectifs intermédiaires, c'est plus compliqué de maintenir sa motivation. Donc, c'est ce qui est indiqué ici, hein, et ce que la recherche montre, c'est qu'on est d'abord, on a une motivation quand on fixe objectif, mais quand on est dans le dur et qu'on commence à être au milieu de la route, au milieu du chemin, même avant, en fait, la motivation, elle, elle périclite un peu. Et donc, c'est important d'avoir des objectifs intermédiaires pour pouvoir se remotiver au fur et à mesure. Et donc, en fonction de la difficulté de votre objectif et de là où vous le fixez dans le temps, dans le futur, eh bien, on va mettre un plus ou moins grand nombre d'objectifs intermédiaires tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, etc. Euh, donc voilà. Donc, importance de créer des habitudes, de fixer des objectifs intermédiaires et d'avoir des métriques qui permettent de voir si on progresse vers l'objectif final et vers les objectifs intermédiaires et donc de déterminer comment l'atteinte d'un objectif final ou intermédiaire se mesure. C'est quoi les critères qui permettent de mesurer une progression? Quand on met tout ça en place, on a beaucoup plus de chances d'atteindre ces objectifs. Et donc ça, c'est des choses qui ont été démontrées dans tous les domaines au niveau de la recherche. Et donc autant se baser là-dessus si vous voulez vous fixer des objectifs pour 2024, mais ça, à la limite, c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs en général pour se sentir bien dans sa vie, pour s'éclater, pour progresser, pour se sentir épanoui, etc. Eh bien, n'oubliez pas de mettre en place ces 3 éléments notamment. Et après, il y a plein de choses. Voilà, vous allez sur ce réaliser aussi, vous allez trouver des éléments pour fixer des bonnes habitudes. Il y a le principe des mini-habitudes. Il y a pas mal d'articles sur la motivation, la volonté, l'autorégulation, c'est des choses importantes. La fixation d'objectifs aussi. Donc n'hésitez pas à explorer tout ça. Il y a plein de techniques, plein de détails qu'on peut développer ensuite sur chacun de ces 3 points-là. Mais déjà, si vous respectez ces 3 grands points, vous allez aller beaucoup mieux. Donc ça, en tout cas, vous allez progresser beaucoup mieux vers des objectifs. Et ça, c'est quand même important de se le dire et de le noter. Alors, voilà pour le premier article que je voulais voir aujourd'hui. On va continuer avec justement, on va essayer de rester dans la même, dans la même veine avec les éléments en lien avec la maîtrise. Je vois, mon plafonnier marche toujours pas, mais c'est pas grave. Donc on reste avec une lumière un petit peu agressive, bien sûr, mais c'est pas très grave. C'est pour mes yeux que c'est pas ouf, mais c'est mon problème. Alors, le mystère de la maîtrise. Alors évidemment, en anglais, ça fait un meilleur jeu de mots. Mystery of Mastery, c'est mieux que mystère de la maîtrise. Bon. Alors, une nouvelle publique qui ont montré pourquoi ça fait du bien de se sentir en contrôle de de sentir qu'on a le contrôle de sa vie. Alors, quand on parle de maîtrise dans le langage courant, souvent quelqu'un qui maîtrise un sujet, c'est quelqu'un qui est un vrai expert dans le domaine, et on a tendance à voir ça comme un stade ultime. Voilà. J'ai la maîtrise c'est bon, je suis au dernier level, j'ai développé toutes les compétences qu'il fallait, je suis maître dans le domaine. En fait, en psychologie,
Euh, et notamment, en psychologie, on ne définit pas la maîtrise comme ça, surtout quand on la définit en rapport avec la santé mentale. Et en fait, ce terme de maîtrise, il implique que on utilise et qu'on met en place ses compétences et ses capacités à leur maximum, même si on n'est pas connu pour ça, même si on n'est pas reconnu pour notre compétence dans ce domaine-là, etc. Donc c'est l'idée de la maîtrise, c'est euh, j'utilise mes compétences au maximum dans tel domaine et j'arrive à atteindre des objectifs dans ce domaine-là. Donc le sentiment de maîtrise qui est lié à ça et qui peut être un sentiment de maîtrise, alors je caricature volontairement, mais par exemple vous savez faire la vaisselle, vous savez vous laver les dents, ben, vous utilisez vos capacités dans ce domaine-là à leur maximum. Vous avez la maîtrise de ce domaine-là. Alors le problème, c'est que c'est un domaine assez banal et donc c'est une tâche pas très complexe. Donc évidemment, ça ne vous procure pas un épanouissement personnel de maîtriser ces tâches-là qui est incroyable. Mais en tout cas, vous avez une maîtrise des compétences. Et donc quand on a une maîtrise des compétences, ce sentiment de maîtrise, ça peut procurer du bien-être et de la satisfaction par rapport à soi, par rapport à la vie en général. Euh, Et donc le sentiment de maîtrise en général, c'est le sentiment d'avoir le contrôle sur le contrôle des forces importantes qui ont un impact sur notre vie. Et donc ce sentiment de maîtrise, il peut varier d'un moment à l'autre, quand on parle de sentiment de maîtrise en général, et ça peut nous aider à gérer notre stress. Quand on se sent en maîtrise, même quand il nous arrive des choses un peu compliquées, et quand on se sent en maîtrise, en capacité de gérer les choses, eh bien ça réduit le stress et on se sent mieux. Quand on ne se sent pas en capacité, pas en maîtrise, on a l'impression qu'on subit, évidemment, on est moins épanoui et moins bien. Euh, donc, le sens de la maîtrise, c'est une croyance en nos propres capacités à contrôler notre vie. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se protéger, comment pour utiliser ce sentiment de maîtrise pour se protéger du stress. Alors, donc, on est tous, ce qui est important dans l'article, c'est qu'on est tous sujets au stress et on a beaucoup de défis qui se posent dans notre vie et ils sont pas tous gérés, maîtrisés. On résout pas tous les défis, on relève pas tous les défis auxquels on fait face. Euh, et parfois, c'est juste trop difficile. On n'a pas les capacités pour gérer les choses. Mais cette incapacité à gérer un défi à un moment donné, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est pas ça qui doit nous. C'est pas pour ça qu'on doit se dire qu'on est capable de rien ensuite. L'idée, c'est d'avoir la sensation d'avoir fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Si vous avez l'impression de ne pas avoir relevé les défis, que c'était impossible de relever les défis que vous avez rencontrés, la question c'est est-ce que vous avez fait le maximum de ce que vous avez pu faire ou pas. Si la réponse est non, bah, c'est une leçon pour la suite et ça vous permettra de relever les défis par la suite. Si la réponse est oui, c'est est-ce que y avait moyen, quelqu'un qui avait de meilleures compétences aurait-il pu gérer ça autrement? Oui. Alors, est-ce que c'est intéressant d'aller développer ses compétences? Pourquoi pas? À ce moment-là, vous pouvez les développer, essayer de les développer pour de prochaines fois. Soit c'est pas très intéressant parce que cette situation-là, c'est pas quelque chose auquel vous avez envie de vous exposer et qui est normal pour vous. Et donc à ce moment-là, peut-être qu'on peut s'en passer. Euh, donc, dans la recherche dont il parle là, l'idée c'est que ils ont regardé pour voir si le sentiment de maîtrise était un, un prédicteur, ouais, prédisait euh, une, un faible stress psychologique, en fait, chez les adultes d'âge moyen. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont donc on va dire, au milieu de leur vie, dans leur vie d'adulte, euh, alors, il parle d'activité physique, j'en reparlerai après.
ok. Parce qu'en fait, le fait d'être actif physiquement, leur hypothèse c'était que ça vous fait vous sentir plus en contrôle et notamment quand on vieillit, on a l'impression d'être en meilleure forme physique et donc plus en contrôle de notre vieillissement et donc plus résistant à ça et donc on a un sentiment de maîtrise plus important, plus tous les bienfaits du sport, etc. Donc bref, et donc ils ont mesuré l'anxiété, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le sentiment de maîtrise prédit effectivement euh, le stress. C'est-à-dire que plus vous avez un sentiment de maîtrise élevé, moins vous êtes en détresse psychologique, donc moins vous avez un stress important. Par contre, l'activité physique n'avait pas de rôle additionnel euh, par rapport à la détresse psychologique. Quand on fait un modèle pour expliquer les choses et qu'on fait des régressions, etc., on voit que c'est d'abord et surtout le sentiment de maîtrise qui joue un rôle. Donc, les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont conclu de leur travail? C'est que le sentiment de maîtrise, euh, c'est une partie du concept de soi, et donc c'est une partie de l'identité, en gros, si je simplifie, et c'est donc hyper important pour gérer les éléments, les stresseurs, en fait, hein, les éléments stressants dans l'environnement, et, et pour réguler les sensations et les événements de détresse psychologique. Mais il peut y avoir aussi alors, du coup, ils disent, mais abandonnez pas l'exercice physique parce qu'il pourrait y avoir une connexion qui existe mais qui n'a pas pu être mesurée dans l'étude et qui, ça se trouve, met du temps à se mettre en place. Euh, Puisque là, on avait une mesure ponctuelle dans cette étude. Donc les auteurs se disent, ok, il y a uniquement le sentiment de maîtrise là, ponctuellement qui a un effet sur la détresse psychologique en la prévenant, en protégeant les gens pardon, de la détresse psychologique. Mais en revanche, si on faisait une étude à plus long terme, et c'est ça aussi qui a été montré dans toutes les études sur l'activité physique, c'est que l'activité physique a quand même des bienfaits sur la santé psychologique, la santé mentale. Et donc on peut supposer aussi que si on mesurait sur le long terme et pas sur une mesure ponctuelle, on aurait toujours un effet aussi de l'activité physique sur la détresse psychologique. Voilà, donc les deux jouent probablement un rôle, c'est juste une question de comment est-ce qu'on mesure les choses pour expliquer tout ça. En tout cas, selon les auteurs et selon la recherche scientifique. Euh, alors maintenant qu'on sait qu'il y a un rôle du sentiment de maîtrise, comment est-ce qu'on peut faire pour le développer? Et à quel point ça joue un rôle par rapport au bien-être? euh, voilà. Donc, première chose pour développer le sentiment de maîtrise, c'est faire un constat, faire un peu une analyse de ce qui se passe. Première question à se poser, c'est combien de fois dans la journée vous retournez vers le destin pour expliquer ce qui vous arrive? Est-ce que c'est un manque de chance enfin, par exemple, vous avez perdu quelque chose, est-ce que c'est un manque de chance ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas fait attention à ce que vous étiez en train de faire et donc vous n'avez pas noté mentalement où est-ce que vous aviez posé tel ou tel objet et c'est pour ça que vous l'avez perdu? C'est pas un manque de chance, c'est vous qui avez fait une faute d'inattention. Euh, Même si le truc, enfin la perte de l'objet en l'occurrence, c'est fait parce qu'il a rebondi quelque part, il est tombé, etc. Donc l'idée c'est ça, ces premières questions à se poser, c'est à quel point, à quelle fréquence dans une journée je m'en remets au destin et au manque de chance pour expliquer ce qui m'arrive, ou à la chance ou au manque de chance. Plus vous vous remettez au destin, au manque de chance, plus vous êtes dans des explications externes de ce qui vous arrive, ce qu'on appelle un locus de contrôle externe, moins vous êtes dans un sentiment de maîtrise puisque vous êtes ballotté par les événements du destin. Donc ça, c'est une première chose, c'est essayer de récupérer un petit peu de sensation de maîtrise en se disant, bah non, là, je peux faire des choses, là, c'est aussi de ma faute. Ça ne veut pas dire que vous maîtrisez tout votre environnement. Il y a des choses, des fois, qu'on ne maîtrise pas, et effectivement, c'est un coup de chance, et effectivement, en tout cas, en partie, c'est un coup de chance, ou en partie, c'est un coup de malchance. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à une succession de comportements, une succession de décisions qu'on a prises parfois depuis des années, hein, et qu'on prend régulièrement, qui expliquent là où on se trouve aujourd'hui. Pas très agréable, parce que, enfin, je veux dire, moi par exemple, c'est des questions que je me pose en ce moment sur pas mal de sujets. Si je suis très objectif, évidemment, il y a une succession de décisions que j'ai prises depuis quelques années qui font que il y a des choses pas forcément super positives qui m'arrivent.
j'assume ma part de responsabilité. Il y a aussi une part de chance, il y a une part de choses que je ne maîtrise pas, mais je ne peux pas nier qu'il y a une part de responsabilité aussi qui m'incombe. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est parce que si vous voulez changer les choses, alors après il y a comment est-ce qu'on passe à l'action, c'est ça encore un autre problème, mais une des premières choses aussi, c'est de se rendre compte de sa part de responsabilité, parce que si vous estimez que vous n'avez aucune part de responsabilité jamais, de toute façon vous ne pouvez rien changer, hein. Vous vous remettez au destin et puis vous attendez que ça change tout seul. Et en général, c'est rare que ça change tout seul. Côté plus positif, deuxième étape, c'est de bien relever les choses positives. Quand quelque chose de positif se passe dans votre vie, c'est aussi de se dire, ok, est-ce que c'est que de la chance ou est-ce que j'en suis responsable? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai travaillé pour ça? Est-ce que c'est grâce à mes comportements, ma personnalité, mes décisions aussi, au moins en partie, que ça s'est passé? Et bien si c'est le cas, et souvent on a quand même un rôle dans ce qui nous arrive, à minima, c'est bien de le reconnaître, de le souligner, et ça permet de construire le sentiment de maîtrise, le sentiment de contrôle. C'est important. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse en pensant qu'on contrôle tout et qu'on maîtrise tout, mais c'est important de relever aussi quand on fait des choses bien, parce que très souvent on oublie ça et on se concentre sur le négatif et ah j'ai pas de chance, ça va pas, machin. Sauf que quand on fait des choses bien et qu'on arrive à faire des choses, il faut aussi reconnaître qu'on les fait bien. Et donc ces interprétations-là, ça peut être vraiment la base du développement d'un sentiment de maîtrise. Donc là, on retombe aussi sur tout ce qui est euh, état d'esprit de développement, état d'esprit fixe, etc. Donc toutes ces notions-là que vous retrouvez aussi sur le site si vous voulez avoir plus d'infos, et puis même sur Wikipédia ou sur d'autres sites que le blog se réalisait. Hein. Voilà, c'est des choses où on va retomber, sensation de maîtrise, locus de contrôle, donc locus of control, état d'esprit de développement, growth mindset. Voilà, enfin toutes ces notions-là finalement se recoupent. Et donc c'est important de travailler sur ces interprétations pour pouvoir développer le sentiment de maîtrise. Un autre truc qu'on peut faire, c'est faire l'inventaire de ses forces et ensuite utiliser des activités qui s'appuient sur ces forces-là pour développer le sentiment de satisfaction et développer le sentiment de maîtrise. Donc l'idée c'est vous avez des points forts, vous avez des compétences, vous les listez, alors ça peut être avec le test des forces, ça peut être avec juste des points forts en termes de compétences, vous les listez, vous regardez en face les activités qui s'appuient sur ces forces-là, et vous essayez de faire ces activités un peu plus souvent, ou faire des activités qui s'appuient sur vos forces, pour développer ce sentiment de maîtrise, pour aussi développer la satisfaction, parce que c'est agréable de faire des choses qu'on arrive à faire et qu'on fait bien, et dans lesquelles on arrive à mettre en œuvre nos propres forces, et donc à ce moment-là, on va développer le sentiment de maîtrise, et on va développer l'expertise, et on va prendre du plaisir, et on va se sentir mieux, et on va se sentir plus en contrôle, et ça va faire du bien. Voilà. Donc c'est important de travailler sur ce sentiment de maîtrise. Il y a plein de manières de le faire, vous avez vu ça, et on ne peut pas faire l'économie de réfléchir au sentiment de maîtrise quand on veut améliorer tout simplement sa vie en fait. Pas parce qu'il faut être productif, parce qu'il faut améliorer sa vie, parce que c'est important, parce qu'on se fait tout seul, etc. C'est pas ça l'idée. Hein. Mais l'idée c'est d'améliorer sa vie tout simplement parce qu'on estime qu'on a envie d'aller mieux. Parce que si on estime qu'on va pas suffisamment bien à un instant T, on a envie d'aller mieux, c'est tout. Hein. Si vous estimez que vous êtes très bien dans votre vie actuellement, vous n'avez pas nécessairement besoin de construire plus que ça votre sentiment de maîtrise. C'est bien de l'entretenir, le construire, pas nécessairement. Si vous estimez qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez progresser ou avec lesquelles vous n'êtes pas satisfaite, c'est bien de travailler sur ce sentiment de maîtrise pour aller vers du mieux, tout simplement. Encore une fois, moi je suis pas dans l'idée du développement personnel en mode il faut être la meilleure version de soi en permanence, il faut être tout le temps heureux, il faut être tout le temps ultra productif. Ça n'a aucun intérêt. La question c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content de votre vie ou pas? S'il y a des choses que vous voulez améliorer, qui vous vont pas, autant essayer de les améliorer. En fait, c'est tout simplement ça. Puis si ça va très bien, let's go. Hein. Tant mieux, tant mieux pour vous. Voilà. On va faire un dernier article. Je sais plus depuis combien de temps j'ai commencé. Je pense que ça fait une petite demi-heure. Voilà. On va faire un dernier article. J'aime bien garder les revues de psychologie positive assez courtes pour pas
pas que ça soit trop long. Et on va finir avec un article de l'association américaine de psychologie, hop là, tac, sur l'espoir. Début d'année, l'espoir, ça me paraît être un bon sujet pour commencer l'année. Donc on va commencer là-dessus. Tout simplement. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, attendez, hop, je vais refaire un autre truc en attendant. J'essaie de gérer une crampe de pied. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit tout simplement? Ah pardon, si je vous enlève le truc, ça va pas le faire. Alors, donc, constat de base, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, je vous fais pas les actualités du moment, mais il va de soi que c'est pas ouf. Et donc, à partir de ce moment-là, comme les choses sont pas... Il y a toujours des bonnes raisons de se dire que le monde va mal. Ou que dans notre pays ça va mal, pour plein de raisons, hein, de pauvreté, d'inflation, de conflits géopolitiques, etc., d'attentats et compagnie. Et donc, l'espoir qu'on peut avoir, il peut être assez réduit. Il y a régulièrement des études qui sont faites, par exemple en France, hein, sur l'espoir des gens. Et en fait, ils font toujours la différence entre l'espoir personnel qui peut être élevé sur l'amélioration de sa propre situation versus l'espoir au niveau social ou sociétal ou mondial qui, là, en général, est plutôt en baisse depuis plusieurs années. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont montré ces dernières années que si on veut créer des changements positifs dans le monde, que ce soit au niveau personnel, au niveau interpersonnel ou au niveau sociétal, il faut d'abord commencer par construire son sentiment, construire de l'espoir. Donc développer ce sentiment d'espoir. Et donc au niveau scientifique, comment est-ce qu'on définit l'espoir? Alors c'est pas le fait d'être tout le temps positif et de trouver que tout va aller bien et d'être dans la méthode Coué. Au niveau de la définition psychologique de l'espoir, c'est quelque chose de plus nuancé. Et donc on peut le définir de la manière suivante, hein, c'est ce que vous avez ici. Donc l'espoir, ce n'est pas le déni de ce qui existe, de la réalité, mais la croyance dans le fait que la situation actuelle ne résume pas ce qui pourrait exister. Donc on reconnaît qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais que c'est pas le destin et que c'est pas terminé, qu'on peut toujours faire mieux. Voilà. Qu'il peut y avoir des améliorations. Depuis 20 ans à peu près, on a vraiment un développement des études sur l'espoir, mais les premières études, c'est dans les années 80, avec Snyder, qui n'a pas travaillé que là-dessus, mais qui a posé les bases sur la notion d'espoir en tant qu'objet de recherche scientifique. Et ensuite, ça a été développé justement dans les années 2000 avec le mouvement de la psychologie positive. Hein. Et donc lui définissait l'espoir de la manière suivante: la capacité perçue de modifier la capacité perçue de modifier les chemins, les évolutions et le futur pour atteindre des objectifs désirables, pour aussi se motiver à utiliser ces voies-là. Donc en gros, parce que je fais une traduction simultanée, si je traduis ça un peu mieux, c'est la capacité perçue de créer des chemins pour atteindre des objectifs et de se motiver pour emprunter ces chemins et atteindre des objectifs. Voilà. Donc l'espoir, dans la définition psychologique, de la recherche psychologique, c'est quelque chose qui est orienté vers l'action et qui peut être appris. Alors que dans le langage courant, on utilise souvent la notion d'espoir comme quelque chose de ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire le fait de faire des vœux, des souhaits pour fantasmer quelque chose d'autre.
Alors qu'en fait, dans la recherche scientifique et d'un point de vue de la psychologie, on définit l'espoir comme quelque chose qui permet de passer à l'action, voilà, pour améliorer la situation. Donc le fait de souhaiter que les choses aillent mieux, c'est quelque chose de passif euh, par rapport à un objectif, alors que l'espoir, c'est quelque chose d'actif. Et donc, au centre de l'espoir, comme c'est orienté vers l'action, un des éléments principaux, c'est d'identifier les étapes, les actions pour atteindre, se rapprocher d'un objectif. Donc, vous voyez, on rejoint l'article sur les objectifs et les bonnes résolutions. Euh, donc, par exemple, dans des études qui ont été faites sur des thérapies, des interventions construites autour de l'espoir, les chercheurs demandaient aux participants de noter leurs objectifs, les objectifs qu'ils espéraient atteindre, et ensuite ils devaient noter aussi les différentes manières qui permettaient d'atteindre ces objectifs. Donc on identifie où on est actuellement et où on veut aller, et on identifie de multiples chemins pour aller là où on veut aller, en fait. Euh, donc on a aussi fait ça, on a aussi testé ça avec des patients qui avaient des symptômes de dépression élevés. On leur demandait de créer des objectifs pour améliorer leurs symptômes, euh, en se basant justement sur cette notion d'espoir, donc d'activité qui permet d'aller vers du mieux, de passage à l'action vers du mieux. Et après 10 semaines, les patients qui avaient défini des chemins pour améliorer leur santé mentale étaient plus enclins, plus susceptibles de chercher de l'aide, donc un traitement, hein, un accompagnement, et d'avoir des symptômes de dépression moins élevés que ceux qui participaient à, on va dire, à une intervention de contrôle euh, en parallèle. Donc là, après, c'est la comparaison clinique, mais c'est aussi intéressant. Euh, donc, quand on travaille sur l'espoir, ça permet d'améliorer la santé mentale, mais aussi l'estime de soi, et ça peut améliorer, enfin, faire baisser les symptômes et améliorer le fonctionnement quotidien des gens qui ont des maladies chroniques. C'est aussi l'espoir, un facteur de protection contre le stress post-traumatique, et ça favorise la résilience face aux difficultés. Et donc, pour avoir récolté les bénéfices de l'espoir, il faut faire le travail de fixer des objectifs et de construire des habitudes et de recadrer en fait ses pensées, de recadrer ses pensées, de faire une revisite un petit peu de ces cadres d'interprétation pour justement construire de nouvelles habitudes, avancer vers ces objectifs. Donc là encore, en fait, l'espoir, c'est une notion qui est extrêmement attachée à la fixation d'objectifs et donc au passage à l'action, des objectifs intermédiaires, des habitudes, etc. Donc on voit que ça rejoint tout ce qu'on sait sur la fixation d'objectifs. Et ce qui est souligné ici, c'est qu'il y a un équilibre à avoir entre des petits objectifs et des grands objectifs. C'est pour ça qu'en général, on dit aux gens d'avoir des objectifs à moyen long terme importants et ensuite de découper ça en petits objectifs pour maintenir la motivation. Et il faut garder justement ces objectifs intermédiaires pour avoir des choses qui sont gérables et où on avance assez vite. Et donc pour les personnes qui sont en dépression ou qui ont de l'anxiété, cette approche des petits pas, ça permet de booster la motivation et de passer à l'action. Et c'est plus facile de maintenir et de développer l'espoir et de maintenir l'espoir quand on sent que les objectifs sont atteignables plutôt que lointains et énormes en fait. Une autre manière de développer et de maintenir et d'alimenter l'espoir, et donc le passage à l'action, puisque c'est lié hein, évidemment, c'est d'être dans un collectif. Bon, ça marche toujours pour tout. Hein. Quand vous fixez des objectifs, si vous êtes avec une communauté de gens qui ont aussi les mêmes objectifs et qui
sont avec cet espoir d'atteindre ces objectifs, dans le sens de inclinaison positive à passer à l'action, etc., et bien ça peut vous aider tout simplement à trouver des solutions quand vous rencontrez des obstacles, à vous remotiver, euh, à vous montrer que c'est possible de dépasser les difficultés, etc. Et quand vous avez des gens autour de vous qui vous montrent ou qui sont des exemples d'atteinte de ces objectifs-là, qui les ont atteints il n'y a pas très longtemps, etc., et bien ça vous montre que c'est possible, et donc ça maintient l'espoir. Et ça maintient l'espoir, et donc ça permet voilà, de vous-même de passer à l'action plus facilement. Puisque c'est, encore une fois, hein, l'espoir, c'est ce côté passer à l'action pour enclencher des changements positifs. Donc voilà, le côté collectif est hyper important aussi dans le partage des histoires, le partage des expériences, le partage des moyens de dépasser les difficultés, etc. Une autre manière de développer et de maintenir l'espoir, c'est d'avoir ce recadrage cognitif et cette flexibilité. C'est-à-dire que quand on va rencontrer des difficultés, vous avez des objectifs un peu ambitieux, eh bien, vous allez forcément rencontrer des difficultés. Même des fois des objectifs pas si ambitieux que ça sur le papier. Après, ça peut être difficile parce que vous n'avez pas les bonnes habitudes derrière. Là, ça devient ambitieux. Même si pour quelqu'un d'extérieur, ça ne l'est pas, ça peu importe, on s'en fiche. Vous allez rencontrer des difficultés. Et donc, le fait de le savoir et de se dire, quand vous rencontrez des difficultés, de prendre le temps de recadrer les choses, c'est important. C'est-à-dire de se dire, ok, j'ai un obstacle en face de moi, comment est-ce que je peux le contourner? Comment est-ce que je peux le dépasser? Ça, c'est hyper important parce que ce recadrage, c'est une compétence qu'on peut développer, hein, c'est développer la créativité et recadrage quand on est face à des problèmes. Et c'est hyper important parce que si vous ne faites pas ça, vous avez un mur en face de vous. Des fois, le mur, il fait ça de large. Mais comme vous voyez que le mur, ben vous allez tout droit, tout droit, tout droit. Alors qu'en fait, des fois, il suffit. Alors, évidemment, je simplifie. Hein, des fois, vous avez juste à faire un petit détour et en fait, le mur, vous allez contourner. Ou vous allez passer au-dessus. Vous allez creuser en dessous. Ou vous allez changer de voie et en fait, le mur, il va être sur le côté et ça va pas être un problème. Donc ça, c'est aussi hyper important, cette capacité à recadrer les choses. Et là aussi, vous avez un article de se réaliser sur la gestion des obstacles. Si je ne me trompe pas, alors il faut qu'il le retrouve. Hop, voilà. Gérer les obstacles, vous avez un podcast et vous avez un article. Gérer les obstacles et anticiper, gérer les obstacles. Voilà, donc là, si ça vous intéresse, pareil, pour travailler sur cette capacité, cette flexibilité, je peux vous montrer rapidement, il y a un petit schéma aussi qui va avec. Tac, 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 voilà. Vous avez 3 compétences que vous pouvez, 3 techniques, 3 approches, 3 compétences que vous pouvez développer pour dépasser les obstacles qui sont détaillés dans cet article-là. Une autre manière de maintenir l'espoir et de le cultiver, c'est contre-intuitivement de se concentrer sur le passé. En fait, l'espoir, c'est évidemment focaliser sur l'avenir, hein, c'est la définition même de la chose. Mais on peut développer devenir son propre modèle d'espoir en se concentrant sur des réalisations qu'on a faites par le passé. Donc comment est-ce qu'on a pris des décisions dans le passé qui nous ont permis de dépasser des difficultés et qui ont fait la différence. Et en cultivant comme ça cette célébration aussi des réussites et des compétences qu'on a pu développer, ça nous permet de nous dire oui, il y a de l'espoir puisque j'ai déjà été dans des situations où c'était difficile pour moi et j'ai trouvé des solutions tout seul, en étant aidé, etc. Mais il y a eu des solutions et j'ai réussi à dépasser les difficultés. Et donc là, on se dit, ok, on est encore une fois dans un état d'esprit de développement et ça construit une image de soi qui va permettre de cultiver l'espoir et donc de passer à l'action positivement et parfois de se dire mais oui j'avais des solutions comme ça, j'ai approché les choses comme ça ou comme ça, ce qui m'a permis de contourner les obstacles et donc je peux m'inspirer de ça pour les nouveaux obstacles que je rencontre. Voilà. Donc voilà un peu l'idée. Donc célébrer les succès, ça rejoint un peu la même chose, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est-à-dire non seulement on a trouvé d'autres solutions, donc ça permet de maintenir l'espoir en se disant qu'on a réussi à trouver des solutions d'une autre manière et on peut appliquer ça aux nouvelles situations, en tout cas les transposer en les adaptant un petit peu. Et pareil, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, c'est important de célébrer les victoires, de célébrer le positif, parce que ça nous permet de nous dire, ben voilà,
quand j'ai eu des difficultés, là je viens de faire un truc j'en suis fier, j'en suis content, et ça cultive l'espoir parce que j'ai travaillé pour, et ça montre que quand on travaille pour, on peut réussir à, voilà, remplissez avec ce que vous voulez, travailler, voilà, quand on fait des efforts pour, on peut y arriver, quand on fait appel à telle stratégie, on peut y arriver, etc. Donc ça c'est important pour construire cette vision positive du futur et cet espoir. Je dis pas que c'est évident, et je dis pas que c'est évident dans tous les domaines pour tout le monde, bien sûr, mais ça permet de cultiver l'espoir. Alors après, il faut avoir des situations auxquelles se référer, il faut avoir des réussites, et on peut aussi cultiver l'espoir dans certains domaines et pas dans d'autres. C'est-à-dire qu'on est capable de développer des compétences, que professionnellement ça va, et puis des fois, par rapport à la vie personnelle, amoureuse ou autre, là, très difficile de se dire, enfin pour une personne donnée, ça peut être très difficile de se dire, bah oui, j'ai pas de situation en fait où ça a marché, donc ou alors très temporairement, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est l'espoir, il se construit dans des domaines aussi, comment dire, il peut se construire en général, mais il se construit surtout aussi par, par domaine, on va dire. Mais c'est important de célébrer les réussites et les victoires. Voilà. Les victoires ne sont pas forcément le contexte qui vous intéresse, mais c'est important de reconnaître qu'on a déjà réussi des choses euh, dans des domaines qui étaient quand même importants pour nous. Et même si donc une émotion de tristesse ou d'anxiété se produit, elle se dissipe pas complètement. Et la suivre, la traquer, voir comment elle évolue, c'est important pour montrer qu'une émotion ne dure pas tout le temps. Vous pouvez avoir des moments où vous êtes ultra triste, ultra déprimé, euh, et mais ça ne dure pas tout le temps. Après, le problème, c'est que ça revient régulièrement, mais on n'est pas toujours, même quand on a un truc hyper dur qui se passe, dans cette émotion de tristesse. Et le fait de se rendre compte qu'en fait, cette émotion, elle ne dure pas, ça permet de maintenir l'espoir. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, notamment par rapport à des émotions difficiles. Ça ne résout pas les problèmes, parce qu'après, il faut passer à l'action. Et l'espoir, c'est aussi passer à l'action. Mais ça fait partie d'une construction de l'espoir, de se dire que on va pouvoir passer à l'action parce que l'émotion ne va pas durer tout le temps, et que quand elle va être un peu dissipée, ce sera le moment de passer à l'action et de mettre en place des actions. Et de profiter du fait que cette émotion négative, elle soit un peu passée. Elle reviendra, peut-être, sans doute, mais elle est passée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce laps de temps où elle est passée pour essayer de faire en sorte d'améliorer la situation. Voilà, c'est là où l'espoir est cultivé et peut être utile. Euh, et l'idée, c'est de se rendre compte aussi qu'on pratique tous l'espoir, qu'on développe tous cette compétence, qu'on a travaillé cette compétence en permanence. Et parfois, le simple fait et en fait, le simple fait, par exemple, d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, et ben, c'est déjà un acte d'espoir parce que on prend une décision d'agir pour aller mieux. Et donc, ça montre que les choses peuvent s'améliorer et qu'en fait, on essaye des solutions pour aller mieux. Donc c'est déjà une construction de l'espoir. Donc c'est hyper important de maintenir cette approche-là. Et donc même les petites actions, elles vont dans ce sens-là. Voilà. Voilà pour la revue de psychologie positive du jour, de la semaine. D'ailleurs, je note ça. Je ne suis pas certain de pouvoir faire une revue de psychologie positive la semaine prochaine, puisque nous avons plusieurs problématiques, n'est-ce pas? Première chose, je serai en déplacement jeudi matin. Donc si je pars tôt, c'est avec le taf, hein, si on part tôt avec le taf, ça veut dire que je pourrais probablement pas, comment dire, streamer avant de partir. Si on part un peu plus tard dans la matinée, ça veut dire que j'aurai le temps de streamer avant d'aller au travail, et donc là je pourrais faire une revue de psychologie positive. Donc pour l'instant je vous promets rien, on va voir la semaine prochaine comment ça se passe, mais en tout cas, au pire ça sera dans 2 semaines la prochaine revue de psychologie positive, au mieux ça sera la semaine prochaine. Voilà. Il y a des articles qui sortent, donc là on va pouvoir reprendre assez sereinement, j'ai des choses en stock
faut que je regarde un peu en détail, mais a priori ça se passe plutôt bien.